ravi de vous retrouver pour la suite de ce 49e congrès de la FEAP consacré au territoire. On a 2 tables rondes dans l'auditorium cet après-midi, au plus près des personnes âgées et accompagnées, ça sera tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons parler de l'attractivité. C'est un véritable défi pour les territoires. Recrutement du personnel, intérêt à rester pour venir en aide aux patients. L'équation n'est pas simple, mais il y a des solutions. On va en parler avec Guy Losbar, Mathias Cancé et Arnaud Claquin. Alors, la pénurie de candidatures dans les métiers de l'autonomie oblige les personnes à innover. Dans cette table ronde, nous allons voir comment améliorer l'attractivité des métiers, des territoires, comment répondre aux enjeux démographiques. On va faire un tour de table des initiatives de chacun, et puis on va essayer de vous proposer une petite boîte à outils de l'attractivité des territoires. On verra ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie, pour avoir de bonnes infrastructures santé, comment impliquer tous les acteurs du territoire, c'est un véritable enjeu, et puis on parlera aussi prévention. Alors bonjour, je vais vous présenter nos invités. Alors Mathias Cancé, vous êtes chargé d'enseignement. Dites-nous un petit peu, vous venez de quelle île? Ah, prenez un micro, prenez un micro. Oui, Oui, on c'est vous bon? entend. Oui. Oui, je viens de la Martinique. De la Martinique. Nous sommes aussi avec Arnaud Claquin, bonjour. Bonjour. Directeur DAC, Var Ouest. Tout à fait, directeur du dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes du Var. Et puis Guy Losbar, conseil départemental de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Bienvenue à tous les trois. On va parler ensemble de tout ce que vous faites. Mais pour commencer, j'aimerais, Mathias Cancé, que vous nous définissiez ce qu'est pour vous l'attractivité du territoire. De quoi parle-t-on dans ce concept avant d'en venir aux initiatives de chacun sur le terrain? Mathias Cancé. L'attractivité d'un territoire, c'est un concept. Mettez bien votre micro près de la bouche. L'attractivité d'un territoire est aujourd'hui un concept valise. On a entendu ce matin parler de concept valise, on peut tout mettre. C'est comment on peut attirer, si je passe sur domaine économique, comment on peut attirer des entreprises pour produire, comment on peut attirer des travailleurs, des salariés, comment on peut attirer... alors, la qualité de vie aussi, comment on peut apporter une qualité de vie pour que les gens aient envie de venir dans le territoire. Voilà. C'est la capacité aussi à capter toutes les ressources d'un territoire, les ressources productives aussi. Je le dis dans ce travail. Oui. Vous venez d'Abidjan. L'attractivité, vous connaissez aussi? C'est comment attirer les capitaux étrangers? Oui, c'est un vieux problème. Avant, on ne parlait pas d'attractivité à l'époque. On parlait des pays en voie de développement. Comment on peut faire pour que les entreprises extérieures viennent dans ces pays? C'est ce qu'on appelle en économie les fameux IDE, investissement direct étranger. Alors, dans ces pays dits en voie de développement, il y a des facteurs qui peuvent empêcher la venue des investisseurs, c'est ce qu'on appelle les risques pays, l'absence de l'état de droit qui entraîne la corruption, des coups d'État, etc., qui font qu'il y a des difficultés. Mais c'est quelque chose qu'on a initié pendant la colonisation, c'est quelque chose qui a été initié pendant la colonisation, c'est de faire venir les entreprises de la métropole, puisque nous étions aussi colonies, on nous appelait l'outre-mer aussi, comment faire venir les entreprises de la métropole dans les colonies, et il y avait ce qu'on appelait, on a inventé le fameux code des investissements. Le code des investissements consistait à l'époque à favoriser l'installation des entreprises étrangères dans ces pays, et ces entreprises pouvaient rapatrier tous les bénéfices sans
sans redonner quelque chose à l'État, et ce pendant 90 ans. Alors, vous avez parlé des entreprises, des capitaux. Si on revient sur la population aussi qui a intérêt à venir dans vos territoires d'outre-mer, vous nous avez dit qu'il y a une population de plus ou moins longue durée. Il y a les touristes, c'est très court. Il y a les salariés, il y a les retraités aussi qui viennent chez vous. Il y a plusieurs catégories de population. Alors, à Martinique, si je reviens sur la Martinique, il y a des touristes qui viennent. C'est une destination touristique. L'île, elle est belle. Elle est belle. Le sable est blanc, le sable est noir. Il y a une forte destination touristique. Il y a des retraités, des Martiniquais d'origine qui sont partis, qui sont venus en métropole et qui, à l'âge de la retraite, reviennent. Il y a aussi des métropolitains non originaires de la Martinique qui viennent s'installer pour la retraite. Donc il y a tout le monde, il y a du tout venant. Alors Arnaud Claquin, quand on parle d'attractivité, il y a ce concept du « je travaille là où tu pars en vacances dans des lieux paradisiaques ». L'exemple de l'île de Porquerolles, que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai que dans la discussion qu'on avait pu avoir ensemble, je vous ai dit, voilà, c'est un lieu dans lequel c'est le paradis. Je travaille dans un endroit sur le Var, là où il y a les plages de sable fin, mais comme nos amis martiniquais ou guadeloupéens, avec des îles super agréables, avec un temps qui est fabuleux, mais personne n'est jaloux. En Corse, c'est aussi bien. Mais par contre, c'est un enfer pour les professionnels. Et aujourd'hui, attirer des professionnels pour venir travailler dans des zones où, comme disait mon collègue, il y a des retraités qui viennent d'autres régions de France, qui viennent s'installer et du coup qui n'ont pas de réseau social. Pas de réseau amical, pas de réseau familial, pas de professionnels de santé qui les connaissent depuis quelques années. Donc, du coup, des nouveaux patients qui arrivent sur ce territoire. Des territoires comme par exemple l'île de Porquerolles, que je citais dans mon exemple, où on passe de 300, 400, 500 habitants à l'année à près de 15 000 l'été. 3 à 500 jusqu'à 15 000 l'été. Oui, avec des jour. passages. C'est impressionnant. Hein. Et en fait, on a surtout des zones où du coup, les infrastructures ne sont pas adaptées. On a un médecin traitant qui est sur place, qui fait de la propharmacie, donc qui gère lui-même sa pharmacie. Il n'y a pas de service d'aide à domicile. Il n'y a pas d'infirmier à domicile. Et donc, du coup, c'est comment faire venir des professionnels de santé sur ce territoire, sur des patients qui, pour certains, sont natifs de l'île et qui, du coup, veulent finir leur fin de vie. Et ça, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui. Guy Lobzard, en Guadeloupe, il y a une démographie médicale aussi qui est en déclin. Par exemple, pour la pédopsychiatrie, 40% des postes sont vacants sur votre île. Et pour résoudre ce problème d'attractivité, l'une de vos idées phares, c'est de donner un pouvoir normatif local à la Guadeloupe en allant vers une évolution institutionnelle. Vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez faire ? Oui, bonsoir. Donc, il faut rappeler aussi, pour moi, qu'est-ce que c'est que l'attractivité ? C'est avant tout les atouts de territoire. La Guadeloupe, c'est un archipel constitué donc de 6 îles, chaque île avec ses particularités. Mais il faut rappeler aussi que la population de la Guadeloupe est d'origine afro-descendant, indo-descendant, européenne et syrio-libanais. Donc, qui montre un peu la composition donc, de cette population. Mais nous sommes une île située donc, dans la Caraïbe, d'origine, je disais, Afrique, Inde et Europe. Et c'est pour cela que je dis que nous sommes au carrefour du monde, d'une certaine manière. Et maintenant, l'attractivité, c'est avant tout la capacité pour les autres de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent, puisque vous pouvez avoir des forces, des atouts, mais il faut avoir cette capacité de saisir les opportunités. Aujourd'hui, la Guadeloupe est une population de 370 000 habitants à peu près, qui est passée très rapidement d'une population très jeune à une population vieillissante. Et forcément, cela a une incidence sur un plan médical. Vous évoquiez un certain nombre de pathologies qui sont propres et qui sont liées aussi à notre composition ethnique et autres. Et c'est en ce sens que il est important que l'aspect médical puisse être un élément constitutif de l'attractivité, puisque nous évoquions donc le tourisme. On sait que pour un certain nombre de nations, sans citer les États-Unis, quand quelqu'un va dans un territoire, il s'assure qu'il puisse y avoir une sécurité sur le territoire. Et donc nous, lorsque nous parlons donc de pouvoir normatif, c'est cette capacité que les réalités, les particularités donc, du pays soient prises en compte. Donc avoir cette possibilité de mettre en place ses propres normes. Et nous l'avons vu il n'y a pas très longtemps, lors de la crise Covid,
comment un certain nombre d'initiatives en termes de prévention, en termes de politique mise en place, n'étaient pas toujours adaptées aux réalités du pays, aux aspects culturels, aux aspects sociologiques du pays. Et c'est en ce sens que nous dit cette capacité donc, de pouvoir normatif. De même aussi, c'est important la permanence donc, des soins. Et là, l'approche qu'on peut avoir sur un territoire hexagonal, ce n'est pas la même chose sur un archipel 6 îles. Il faut assurer une continuité au niveau donc, des différentes composantes de l'île, mais aussi avec les grands centres médicaux. Et j'exposais pourquoi notre environnement caribéen, il y a un certain nombre de partenariats que nous pourrons mettre en place avec les autres îles, même avec des pays comme le Canada, les États-Unis. Et aujourd'hui, sur un aspect réglementaire, législatif, ce n'est pas toujours possible. Donc, d'où cette volonté, en tout cas, que moi, personnellement, en tant que politique, je propose pour qu'il puisse y avoir une évolution en termes de pouvoir normatif propre. Alors justement, je veux savoir concrètement, ce pouvoir normatif, ça serait quoi? C'est adapter les réglementations, c'est cibler des ressources vraiment territoire par territoire, c'est avoir des politiques de prévention qui soient plus personnalisées selon le territoire? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de compétences qui sont à l'État et où les collectivités locales n'ont pas de possibilité d'agir. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que ces compétences deviennent soit des compétences propres, ou soit des compétences partagées avec l'État, et de manière qu'il puisse y avoir les propres normes. Je peux donner un certain nombre d'exemples. Lorsqu'on prend le coefficient multiplicateur, qui est l'élément déterminant sur le plan hospitalier, il est de 27%, 27 en Guadeloupe, alors que c'est 35% au niveau de la Réunion. On peut voir quelles peuvent être les conséquences. Mais aussi les missions d'intérêt général. Lorsque vous êtes en Bretagne, s'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures au niveau médical, on peut aller sur le département, mais lorsqu'on prend le cas de la Guadeloupe, ce n'est pas la même chose. Il faut aller soit peut-être en Martinique, tout près, si effectivement les équipements sont meilleurs dans ce secteur, ou sinon faire 8000 km, ou peut-être on aurait pu aller beaucoup plus près sur le Canada ou les États-Unis, mais cela nécessite aussi qu'il puisse y avoir des règles nous permettant donc de le faire. Et je pourrais citer un certain nombre d'exemples. Nous avons, de par nos origines, la composition de la population, un certain nombre de pathologies propres, le diabète, drépanocytose, problèmes vasculaires, et qui nécessitent qu'il puisse y avoir de véritables campagnes de promotion, mais aussi en termes d'équipement, pour qu'on puisse pouvoir traiter ces différents aspects. D'où la nécessité que nous ayons nos propres normes nous permettant de répondre à ces besoins. Alors on va prendre les différents paramètres qu'on entend dans chacun de vous dans cette première présentation pour rendre attractif le territoire. J'entends parler des thèmes de qualité de vie, de bonne infrastructure de santé, impliquer tous les acteurs locaux du territoire, travailler aussi sur la formation, la prévention. On va les prendre un par un pour bien explorer cette boîte à outils de l'attractivité. Tout d'abord, Mathias Cancé, qualité de vie. Tout simplement. C'est vrai que c'est comme ça qu'on peut attirer les gens sur le territoire. On peut la trouver en Martinique. Comment? Vous parlez d'enseignement scolaire, des équipements culturels aussi en Martinique. La Martinique a des atouts. Votre micro. La Martinique a des atouts. On a un réseau d'enseignement secondaire qui est très performant. Nous préparons des élèves aux classes préparatoires avec une réussite. Le lycée de Bellevue a fait, je crois, cette année 100%. Donc il y a une qualité de l'enseignement. On a toutes les disciplines. Certes, à l'université, il n'y a pas toutes les disciplines. C'est ce qui aussi explique le départ de certains jeunes Martiniquais vers l'Hexagone. Mais donc, l'enseignement est performant. L'environnement, on peut dire, quand on prend le sport, le culturel, c'est présent. On a tout ce qu'on veut aussi en Martinique. Alors, la seule difficulté, il y a une difficulté. Aujourd'hui, le combat, c'est la cherté de la vie. Le coût de la vie qui est plus important en Martinique. Voilà, vous en entendez parler. Comment on peut attirer des praticiens, puisque c'est de ça que je parle, comment on peut attirer des praticiens dans un contexte social aussi difficile,
avec un coût de vie qui est très cher. Hein, Plus 14% par rapport à la métropole, c'est ça? 40% pour les produits 40% alimentaires. pour les produits alimentaires. Pour les produits alimentaires par rapport à la métropole. Ouais. C'est énorme. C'est Énorme, énorme. Voilà. Donc il y a le pouvoir d'achat aussi qui est impacté. Arnaud Claquin, la qualité de vie, ça passe par quoi? On peut citer aussi le logement, un logement abordable, des environnements de travail collaboratifs. Qu'est-ce que vous voyez comme paramètre, vous? Dans le paramètre, on voit, alors moi qui ai travaillé dans le 06, donc sur Nice, qui est cher à Charles Grépade d'ailleurs, dans le 83 et dans le 13, on voit bien que le logement, l'accès au logement, l'accès aux axes autoroutiers, à l'infrastructure, l'accès aux centres de loisirs, il joue beaucoup. On voit beaucoup aujourd'hui de professionnels de santé qui s'installent dans des zones où il y a une activité de loisir qui est plus facile pour les enfants, pour la famille, pour les amis, des trajets proches avec les axes d'autoroute, l'aéroport. On voit que c'est un enjeu aussi majeur. Et c'est vrai que le choix aujourd'hui des professionnels quand ils sortent dans les facs de médecine, par exemple, ils vont généralement s'installer aux alentours de leur centre hospitalier universitaire. Donc on voit bien aussi que le rayonnement d'un CHU joue beaucoup sur l'installationnel. Et même si on n'est pas très loin, à 45 minutes, 1 heure de route, pour eux, c'est déjà un environnement où ils ont été formés, ils ont été habitués à avoir un plateau technique extrêmement important. Le fait de se retrouver dans des hôpitaux périphériques, comme certains disent, hein, mais qui des fois sont simplement à 30 minutes de route, pour eux, c'est déjà un sacré gap. Donc l'accès à un écosystème pour un professionnel de santé, à un plateau technique riche, à des spécialistes assez rapidement, avec un réseau qui est construit derrière, pour eux, c'est aussi une bonne façon de s'installer. En plus de la qualité de vie, qui est également un enjeu majeur. Et on le voit bien sur aujourd'hui, prenez un salaire à 2000 €, vivez sur la Côte d'Azur ou vivez dans le centre de la France, vous n'aurez pas le même accès sur l'immobilier, vous n'aurez pas le même accès sur tous ces éléments-là. Donc c'est aussi un élément de choix pour ces professionnels de s'installer. De même, les services sociaux, les équipements culturels dont on parlait, ça fait partie des paramètres à prendre en compte? Si, parce qu'on voit bien, en fait, où j'étais un professionnel de santé, est lié aux problématiques autant sociales, médico-sociales que sociales. Si l'infrastructure est assez riche et bien dotée sur le volet social, on sait que ça a un impact sur le volet sanitaire. Et donc c'est comment en fait on choisit son territoire avec un maximum de partenariats qui peut être créé en amont dans cette logique de coopération entre les acteurs. Aujourd'hui, faire de la musique, ça ne peut plus se faire. Ça peut plus se voir comme ça. Donc il faut vraiment qu'on travaille avec le social, le médico-social, le sanitaire pour avoir un panel d'offres techniques. Souvent, on parle, vous savez, de l'accès à l'offre de soins sur les plateaux d'imagerie. C'est l'image qu'on se donne. Moi, je donne de la même façon sur l'accès au CCAS sur le territoire, l'accès à des travailleurs sociaux, l'accès à des infrastructures pour de la prévention. C'est exactement la même chose que le plateau technique qui nous parle peut-être un petit peu plus facilement pour nous. Alors, on a parlé de la qualité de vie, on a commencé à parler des bonnes infrastructures de santé, c'est vraiment très important. Kilios Bar, la régulation et la planification de la santé, c'est un sujet qui est très important. Cela passe par des objectifs pour les établissements de santé, co-gérer la santé avec l'ARS et réguler la démographie des professionnels de santé? Oui, il est vrai, puisque l'élément essentiel que nous évoquons aujourd'hui, c'est l'attractivité du territoire. Et comme je disais, il faut la qualité de vie, il faut l'action économique, mais surtout aussi les équipements sur un plan de santé. Au niveau de la Guadeloupe, nous subissons effectivement cette difficulté pour avoir les spécialistes dans les différents établissements hospitaliers. Et d'ailleurs, c'est une opportunité, c'est une chance avec une nouvelle CHU qui se mettra en place dès le premier semestre 2025 et qui permettra à ce que nous ayons donc des équipements performants, nouveaux, adaptés, mais aussi donc des professionnels donc de santé et aussi d'autres procédures qui nous permettraient d'être beaucoup plus performants par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Mais je vous disais en introduction, nous avons un certain nombre de pathologies propres, je dirais cancer de la prostate. Vous savez, 55% donc des cancers, ce sont donc des cancers de la prostate. Donc, il y a des causes diverses, mais ce qui oblige à ce qu'il puisse y avoir une véritable politique publique mise en avant, c'est-à-dire de dépistage très tôt concernant le cancer de la prostate. C'est de la même chose également cancer du sein,
Nous sommes dans le mois d'Octobre Rose, donc vous comprenez la particularité, l'importance chez nous, mais des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, puisque tout est lié aussi au mode de vie, mais aussi à des pathologies comme la drépanocytose. Donc ces pathologies ne peuvent pas être considérées, ne peuvent être prises en considération de la même manière sur tout le territoire. D'où cette particularité, cette nécessité qu'il puisse y avoir des politiques adaptées, des campagnes de prévention de manière à se prémunir, mais même lorsque pour ces pathologies existantes, qu'il puisse y avoir une sorte d'éducation pour ces personnes concernées. Donc c'est aussi pour cela que nous disons cette nécessité qu'il puisse y avoir donc des marges de manœuvre, de manière à ce que les collectivités, les personnes en charge puissent prendre les mesures, les bonnes politiques, si je peux m'exprimer ainsi. Je reviendrai dans le cas du Covid, lorsque nous avons connu cette épidémie, les politiques, les préconisations au niveau de l'ARS n'étaient pas toujours adaptées à la mentalité, aux aspects culturels. Et d'ailleurs, nous avons eu un nombre de morts très, très important, plus de 1000 personnes par rapport au territoire. Et moi-même, en tant que président du département, j'ai dû mettre en place un copil propre avec les partenaires de la santé, qui n'est pas forcément une compétence première, mais la nécessité l'impose. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que cela ne soit pas du volontariat, mais que cela puisse être une véritable compétence avec les moyens nécessaires. Et c'est ça que vous appelez la démocratie sanitaire, co-construction des décisions en matière de santé publique? Tout à fait, co-construction donc, des décisions, et surtout que nos praticiens locaux puissent être mieux impliqués. En plus, la Guadeloupe a cette particularité d'être un archipel constitué donc, de 6 îles. Donc vous comprenez, les notions de désert médical sont encore plus prégnantes sur notre territoire. Cette nécessité donc, de télémédecine, et surtout un élément qui peut-être n'est pas lié directement à la santé, mais la continuité territoriale, de manière à faire en sorte que la circulation des hommes et des biens puisse se faire au moindre coût, que c'est le cas aujourd'hui. J'imagine que vous avez aussi toujours cette question sur l'anticipation des besoins futurs pour pouvoir commencer à agir dès maintenant. Comment vous voyez le... Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai un slogan qui dit « Pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe », c'est-à-dire pouvoir conceptualiser les choses et que nous puissions mettre après les plans d'action qui nécessitent pour qu'on puisse mettre en place les stratégies. Il faut une véritable stratégie territoriale, qu'il s'agisse de la santé ou autre, pour que nous puissions atteindre des objectifs et satisfaire les besoins de la population. Alors Mathias Cancé, on parle beaucoup d'attractivité, mais il y a des anecdotes. C'est par les anecdotes qu'on comprend bien ce qui se passe. Vous m'avez parlé de cette histoire d'une unique ophtalmologue sur le site où vous exerciez en Martinique. Elle demandait juste à avoir un appareil neuf pour bien travailler, et on lui a promis, elle ne l'a jamais eu. Au final, elle est repartie à Toulouse, c'est ça? Au final, elle est partie à Toulouse. Elle est partie à Toulouse. Il y a 25 ans qu'elle est à la Martinique. Elle est très attachée à la Martinique. Elle est connue, je parle du site de Mangovulsin où elle était, pour ceux qui connaissent la Martinique. Donc, elle m'a appelé un jour, puisque j'étais le responsable du site, de venir la voir. Je suis allé, on a échangé. Elle m'a dit, voilà, je suis la seule, je n'ai même pas d'aide, je n'ai pas d'interne. Vous voyez le nombre de patients qui attendent dans la salle. J'ai un appareil qui date, qui a plus de 20 ans d'âge, qui n'est plus adapté. Oui. Voilà, qui n'est plus adapté. Il me faut un nouvel appareil. Cet appareil ne coûte pas cher. Je rentabilise en une année. Alors, donc, je dis, je vais en parler au directeur général, et le directeur général se déplace, je l'accompagne la voir. Le directeur général s'engage justement à lui procurer cet appareil. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Nous n'avons pas de nouvelles. Oui, le Covid est passé par là. Un jour, j'arrive, elle me voit sur le parking, elle me dit « Monsieur Cancé, je m'en vais ». Je lui dis « Alors, vous partez où ?»« Ah, mais je n'ai pas eu mon appareil, je m'en vais. Vous partez où ?»« Je vais à Toulouse, j'ai un appareil adapté. Je reviendrai quand vous me procurerez un nouvel appareil. Je suis à votre disposition, j'aime la Martinique, j'ai
Je suis très attaché à la Martinique. Rappelez-moi dès que vous aurez un appareil pour moi. Elle est partie. Donc, le seul médecin ophtalmologue qui intervient, il intervient à 0,20 ETP. Donc, alors, cette anecdote est intéressante parce que votre CHU, du coup, s'est engagé dans une politique d'attractivité des métiers en tension. Quel métier? Alors, ophtalmologue, anesthésiste, radiologue, pardon, urgentiste, c'est ça que vous avez dit? Radiologue, réa, anesthésiste, toutes les spécialités qui sont en tension. Certes, ce que j'évoque là, tous les hôpitaux de France et de Navarre connaissent ces difficultés. Sauf que chez nous, c'est amplifié. C'est amplifié d'abord parce que l'hôpital peut offrir, et c'est aussi amplifié par les nombreux mouvements sociaux qu'il y a eu, notamment pendant la crise Covid, où le personnel a été, je dirais, chahuté. Hein, certains... chahuté, c'est gentil, c'est ça? Voilà, maltraité. Et donc, ça conduit à un départ massif des médecins, notamment des spécialistes. Ce n'est pas propre aux médecins de la santé publique. Les médecins, certains médecins libéraux aussi sont repartis. Donc, en ce moment, l'hôpital a des difficultés à recruter. Le tout n'est pas de faire venir. L'essentiel, c'est de fidéliser, de faire rester. Et là, on est en difficulté. Et l'hôpital en est conscient, l'ARS aussi s'est impliqué. Il y a une vraie dynamique d'attractivité du métier au sein de l'hôpital et d'attractivité du territoire. La preuve, c'est que et l'ARS et le CHU de Martinique, au Salon Expo de la Santé 2024 à Paris, le thème, c'était l'attractivité du territoire. Voilà. Et les mesures que vous mettez en place, c'est quoi précisément? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous arrivez comme ça à faire revenir je dans pense, votre CHU? très honnêtement, les mesures sont à peu près limitées parce qu'on est quand même dans un hôpital public. Donc, il y a des contraintes réglementaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai vu, avant de venir là, un hôpital qui est en charge de la psychiatrie qui parle aussi d'attractivité. Quand vous arrivez, pendant un mois, vous avez un véhicule gratuitement. Nous augmentons votre salaire. Nous, je pense qu'à l'hôpital, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des réglementations. Voiture, salaire, dans l'hôpital public, c'est pas évident. Et puis il y a des anciens aussi. Oui. Voilà, donc c'est pas évident. La marge de manœuvre est très, très, très restreinte. Il y a une volonté de le faire, mais la marge de manœuvre est restreinte. Alors, Lacan, vous nous parliez des CHU, justement. C'est vrai que c'est un pôle d'attractivité. C'est ça qui fait que le territoire va devenir attractif pour les professionnels. C'est vraiment important? Ayant été dans les territoires où il y avait des CHU et d'autres territoires où il n'y en a pas, et notamment sur le territoire sur lequel je travaille depuis quelques années, dans le Var, à Toulon, donc qui est basé entre Marseille et Nice, on voit bien quand même que c'est un territoire qui est très coupé. En fait, on voit que bon nombre de professionnels vont plutôt choisir d'aller sur Marseille en proximité du CHU de Marseille, ou de l'autre côté vont être attirés plutôt sur le CHU de Nice. Et ce qui joue beaucoup dans la discussion, alors on a la chance d'avoir l'armée qui est présente sur Toulon, donc avec un hôpital militaire Sainte-Anne qui est quand même aussi reconnu pour ses parties de recherche. Et on voit que les politiques de tout ce qui est DRCI, donc direction de la recherche clinique, qui commencent à être menées sur le CH de Toulon, portent ses fruits. Et finalement, on voit bien que les nouveaux professionnels sont très intéressés aussi pour participer à ces actions de recherche. Qui dit recherche dit publication, dit peut-être innovation, réflexion sur l'organisation des soins. Et donc, moi, je suis intimement convaincu que le CHU permet de faire rayonner un territoire et d'attirer ces professionnels parce qu'ils sont aussi dans cette logique d'accès plus facilement à de la formation continue, d'accéder peut-être plus facilement à des filières d'excellence, à une évolution de leur carrière aussi qui ne sera pas que uniquement liée sur, je caricature un peu mais c'est fait exprès, hein, les hôpitaux périphériques comme c'est vécu pour certains, et on voit bien finalement qu'une vraie politique d'innovation territoriale joue également sur la santé, sur cette partie CHU. Et je prends un exemple tout bête, mais sur Toulon par exemple, vous avez deux gros employeurs, c'est l'armée et la santé.
Et on voit bien du coup que les filières d'excellence vont attirer ces professionnels-là. Et de manière aussi concentrique, on voit que si on s'éloigne un petit peu plus de Toulon vers Brignoles, à une demi-heure de route à peu près, donc là on est plutôt dans l'arrière-pays du Var, qui est un territoire où il y a beaucoup de vignes, enfin c'est beaucoup plus aéré que la densité qu'on peut avoir sur le bord de mer, et ben on voit que c'est plus compliqué d'attirer des professionnels sur cette zone-là. Pourquoi ? Parce que par exemple, il n'y a pas forcément d'accès à la radiologie. Il y a des accès aux urgences qui sont plus compliqués. Donc c'est-à-dire qu'un professionnel qui va s'installer va devoir gérer les urgences aussi en lien avec le CH qui est à côté. Des transferts de patients peut-être qui seront plus facilement aussi sur la métropole. Donc on voit bien qu'il y a un lien, et ce n'est pas la même pratique aujourd'hui pour un médecin qui s'installe dans le nord du Var que celui qui s'installe sur la frange littorale. C'est vraiment pas la même pratique. Justement, est-ce qu'on n'atteint pas une limite ? C'est-à-dire qu'on a vu avec les Gilets jaunes que les grandes villes, les métropoles, etc., ça se passe bien, mais le problème, c'est à côté. Là, le CHU, est-ce qu'il ne vampirise pas trop un peu les ressources des professionnels et il laisse un petit peu vide autour ? Comment on peut gérer pour que ça se passe bien ? C'est clairement une question d'aménagement du territoire. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Moi, j'ai entendu des élus locaux disant « Mais pourquoi ces gens vont s'installer dans cet endroit-là, sachant qu'il n'y a aucune offre et il n'y a pas de ressources ?» Simplement parce que c'est le choix. C'est leur territoire, c'est leur ville, c'est leur commune. Difficile de dire aujourd'hui on va tout centraliser au sein des grandes mégalopoles ou des métropoles. Donc c'est aussi comment, en action, c'est-à-dire les élus, les responsables de la santé, on arrive à travailler sur cette question d'aménagement du territoire. Et ça aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment un des enjeux majeurs d'avoir un lien entre l'activité économique, les axes routiers, l'offre en termes de culture, l'offre en termes de loisirs. Aujourd'hui, un professionnel de santé qui s'installe, il vient avec sa famille s'installer. Le problème, c'est pas l'attirer. Et ça, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est le faire rester. On en est là aujourd'hui. Et on voit bien que les politiques concurrentielles, des fois, de certaines communes, vont amener aussi à aller piquer le professionnel de la ville d'à côté. Et on voit bien qu'il y a une porosité. Donc, c'est pour ça que ça, à la concurrence, normalement, c'est ça. C'est le principe de la concurrence, mais c'est aussi le principe de se dire... Au plus près, on est dans un état où on doit avoir accès à l'ensemble des offres du service public, dont la santé fait partie, quel que soit le lieu d'habitation qu'on ait. Et là, aujourd'hui, on est dans une forme d'inégalité, clairement. Même sur des territoires qui, pour nous, en PACA, on est surdotés en termes de professionnels de santé. On est dans, vous savez, ces normes là sur les zonages, on est dans des zones de surdotation. Et on aime bien aller vers chez vous, ça c'est sûr. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on a des déserts médicaux qui se trouvent même dans les centres-villes. On a des déserts médicaux. Donc en fait, c'est le problème de l'indicateur. L'indicateur, on lui fait dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous savez, vous prenez un thermomètre et on va vous dire qu'à 38, vous avez de la fièvre. S'il change le thermomètre, à 36, vous pouvez avoir de la fièvre. D'accord ? Et donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc ces critères de dotation, surdotation, zone sous-dotée, surdotée, c'est très aléatoire. On ressent une vraie difficulté d'accès aux soins, même dans les grandes villes, même dans les villes, entre guillemets, balnéaires, etc. C'est une vraie question, en tout cas, à se poser, et à ne pas regarder ça uniquement en disant un chiffre, vous êtes plutôt bien sur ce territoire. Ce n'est pas forcément vrai. Alors, dans notre boîte à outils, on a donc vu la qualité de vie pour l'attractivité, on a vu les bonnes infrastructures de santé. Vous avez commencé à en parler, impliquer les acteurs locaux dans le développement territorial. On doit se parler. Gilles Husbach, comment est-ce que vous mettez en musique justement tous les acteurs pour développer votre territoire ? Vous avez mené depuis 2 ans des travaux dans le cadre du congrès des élus guadeloupéens. Oui, mais je voudrais insister sur un point concernant, je crois que le collègue qui disait comment un CHU peut permettre le rayonnement d'un territoire et en termes d'équipement. Il faut se dire que sur un territoire comme la Guadeloupe, avec 373 000 habitants, il y a un certain nombre d'équipements pour lesquels nous n'aurons pas une patientèle suffisante pour amortir le coût de fonctionnement et voire le coût d'investissement, qui nécessite que nous ayons, qu'on puisse avoir d'autres patients que ceux de la Guadeloupe. Au niveau donc, du cyclotron, à l'époque, quand nous avons mis en place le cyclotron, pour atteindre les seuils de rentabilité ou d'amortissement, il était nécessaire d'avoir un certain nombre de patients. Et ce que nous voulions, c'est que nous puissions développer avec les autres îles de la Caraïbe. Les autres îles, parce que si vous êtes barbadien ou si vous êtes trinidadien, vous faites soigner soit au Canada, soit aux États-Unis, voire le Mexique. Et le coût était 6 fois plus élevé que celui que nous pouvions proposer. Mais toutes les difficultés, on revient sur les notions de normes, comment la prise en charge de ces soins, mais sinon l'acceptation, donc qui constituait un véritable frein. Pour aller dans le sens du CHU, le CHU donc, de la Guadeloupe, qui sera opérationnel au cours de l'année 2025, il y a 1 an et demi, en Floride, j'ai rencontré une association
de ressortissants français et qui disaient qu'ils allaient mettre en place une organisation, ils cherchaient à mettre en place une assurance pour que les ressortissants français qui sont en Floride puissent venir se faire soigner au niveau de la Guadeloupe. Et je demandais pourquoi. Ils disaient parce qu'ils se sont renseignés sur les équipements qu'il pourrait y avoir et que même avec le coût du transport, voire de l'hébergement, cela revenait moins cher que de se faire soigner dans un établissement au niveau donc, de la Floride. Quand je prends cet exemple, c'est pour bien montrer comment la qualité de soins, la réputation d'un CHU peut être un élément de rayonnement sur le territoire, au-delà même, puisque avant tout les hôpitaux, c'est pour soigner sa population, mais qui pourrait offrir donc, des opportunités. Et nous sommes vraiment dans le thème que vous évoquez, comment faire pour rendre un territoire beaucoup plus attractif tout en remplissant les objectifs. Donc, c'est cette nécessité de prise en compte d'un environnement géographique, de prise en compte les éléments qui constituent une population sur le plan culturel, social, économique, et qui nécessitent que nous puissions mettre en place des politiques publiques coordonnées et qui puissent remplir les différentes missions. Et c'est ce que je vous disais un instant, il y a cette nécessité que nous ayons une véritable stratégie territoriale avec des besoins clairement définis et que nous mettons en place les politiques adaptées pour les atteindre. Arnaud Claquin, comment on met ensemble tous les acteurs du territoire pour qu'ils parlent, que ce soit les autorités municipales, les entreprises, les organisations, les associations, les fondations? Il y a un cadre pour ça? C'est pas simple. Et c'est vraiment territoire dépendant. Moi, je le vois bien, on a plusieurs communautés de communes sur mon territoire du DAC. Il y a des territoires qui sont déjà enclins à discuter ensemble, et notamment par le biais d'outils juridiques qui existent, les contrats locaux de santé, par exemple, ou les contrats intercommunaux, etc. Donc, où il y a des fois une logique qui amène à faire travailler les professionnels, et ce, quels que soient leurs horizons, donc de l'élu de la municipalité, aux professionnels de santé, aux acteurs du social, en lien avec les départements, pour travailler ensemble sur cette question de l'attractivité. Et je le disais tout à l'heure, il y a une zone de concurrence, il faut être clair. C'est aujourd'hui ces communautés qui vont pouvoir arriver à avoir une vraie politique cohérente pour favoriser l'installation et garder les process sur leur territoire, qui vont gagner au détriment peut-être des territoires qui, eux, vont être juste en périphérie et qui vont finalement être dans... On va aller chercher les professionnels qui sont juste à côté. En vrai, en pratique, je donne l'histoire des zones franches. Oui. Un exemple tout bête. Les zones franches qui peuvent arriver, donc c'est une détaxation en fait, de l'activité pendant quelques années. Et on voit bien que le jour où la mesure s'arrête, les professionnels vont choisir la zone franche quasiment la plus proche. Ah, donc on vise chaque zone franche pour payer moins de taxes et moins d'impôts. C'est comme ça qu'on dicte son lieu d'exercice. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est la réalité. Moi j'ai vu vraiment des territoires qui se vidaient complètement de leurs professionnels au détriment d'un territoire qui était à 5 km à côté, qui proposait une nouvelle zone franche. Et donc les professionnels partaient et ils viennent s'installer avec leur patientèle. Et donc, notamment, très souvent, ces professionnels ont déjà leur patientèle créée. Et donc, les gens vont suivre ces gens-là. Et quand on leur propose, je donne l'exemple d'une commune que je nommerai pas, mais ils vont créer une maison de santé dans les prochains jours. Et ils n'ont amené aucune contrainte, entre guillemets, à ces professionnels qui s'installent dans cette maison de santé. Alors que certaines communes ont créé en disant, voilà, on vous autorise à vous installer sur cette commune, la mairie vous met à disposition un local, enfin voilà, un certain nombre de ressources, mais en échange, vous allez prendre en charge des patients qui habitent cette commune. Ce qui peut quand même être assez cohérent. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a des territoires sur ces zones-là, ils vont s'installer, ils viennent déjà avec leur patientèle et donc ne vont pas répondre aux besoins de cette population sur ce territoire-là. Donc on voit bien finalement qu'entre le diagnostic de l'offre de besoins et la réponse que va avoir la mesure qu'on va mettre en place en disant c'est une maison de santé pluridisciplinaire qui va permettre de consolider l'offre sur mon territoire, ben ça ne va pas forcément marcher. Donc c'est en ça où il faut aussi qu'il y ait un bon niveau de granularité d'articulation des politiques publiques. Ça ne se joue pas forcément que sur une commune. Ça peut se jouer sur plusieurs communautés de communes, mais il faut aussi que ces différentes communautés de communes aient une stratégie qui soit cohérente et qui soit connue les uns avec les autres et qu'il n'y ait pas cette vision de concurrence par rapport à ça. Et finalement, c'est aussi la question du bassin d'attractivité d'un établissement. Aujourd'hui, on sait très bien, un établissement, il rayonne aux alentours de 30-40 km et il va aspirer ses patients de ce côté. Il y a aussi des habitudes de vie. Il y a des patients qui vont peut-être plus facilement aller sur un établissement qui est hors du département parce qu'il se trouve à un quart d'heure de l'autre côté du département.
Donc on voit bien finalement que la construction de politiques publiques cohérentes, elle doit se jouer à plusieurs niveaux. Pas simplement au niveau d'une commune, mais vraiment de l'interco, du département et peut-être même un petit peu plus loin en fonction de ça. Donc c'est aussi une démarche volontariste de ces acteurs de se dire voilà, cette réponse d'attractivité, elle se joue sur l'aménagement du territoire, donc c'est-à-dire qu'il faut impliquer les acteurs de l'aménagement du territoire, les acteurs de la santé, les acteurs du social, les élus politiques. Et c'est bien cet écosystème qui fait qu'on doit trouver ce bassin de discussion et ces temps de concertation. Les contrats locaux de santé sont un exemple. Il peut y en avoir d'autres. Il y a des plans métropolitains aussi qui peuvent se mettre en place avec une vraie politique volontariste qui sort des missions peut-être premières de ces collectivités territoriales. Et c'est en ça, par exemple, on voit de plus en plus des métropoles dont ce n'est pas forcément la mission première, commencer à mettre en place des plans au niveau de la santé. Oui, c'est pas la santé, c'est pas la compétence de la région. Hein. C'est une mission régalienne. Ouais. Mais on voit bien que des collectivités territoriales, des mairies aujourd'hui s'engagent sur les contrats locaux de santé. C'est une mission qui est régalienne également. Et pourquoi créer ces logiques-là? C'est parce que la politique de la ville a créé ces dispositifs. Et on voit bien que si aujourd'hui un élu souhaite impulser l'installation de médecins, c'est l'exemple classique, hein, ma commune recherche un médecin, si l'élu ne s'implique pas dans cette logique-là, il va perdre à terme sa pharmacie, il va perdre ses infirmiers libéraux qui sont sur le territoire, et on voit bien que c'est une décision en cascade. C'est comme perdre son école, perdre sa poste. Aujourd'hui, je pense que les élus ont bien compris l'intérêt de travailler autour de cette question de l'accès à la santé. Votre regard, vous, Mathias Cancé, sur comment on peut impliquer au mieux tous les acteurs locaux dans un territoire pour qu'ils se parlent et qu'il n'y ait pas une concurrence malsaine. On n'a pas la place pour faire de la concurrence. Il faut que tout le monde s'implique pour arriver à avancer. Oui, là c'est un cas particulier. Nous n'avons pas de concurrence. Je crois que dans nos îles, il faut que tous les partenaires se mettent ensemble pour essayer de bâtir quelque chose pour que l'attractivité du territoire prenne. L'attractivité du territoire, je le dis et je le répète, ce n'est pas seulement faire venir, c'est aussi fixer, c'est aussi rester. Vous dites il est bon d'attirer, c'est encore mieux quand même de conserver. C'est encore mieux de conserver, c'est ça, c'est encore mieux de conserver. Lorsque nous prenons la Martinique, c'est beaucoup plus le nord qui connaît un désert médical. Je pense qu'il ne faut pas, c'est pas à l'hôpital, c'est pas à la fédération, de la santé privée qui doit agir, mais c'est tout le monde qui doit agir. Je pense aussi à la collectivité territoriale, à tous les partenaires, tous ceux qui sont intéressés par le soin, pour pouvoir apporter une solution à ça. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne qui le fasse. Ce n'est pas évident du tout. Ouais. Je voudrais qu'on parle de la prévention maintenant, c'est très important. Guy Lesbar, vous pensez que la prévention est trop hexagonale, trop métropolitaine. Il faut vraiment développer la culture du dépistage à tous les stades de la vie? Tout à fait. J'ai pris un instant l'exemple de la crise Covid, où bien souvent les campagnes n'étaient pas toujours adaptées à notre réalité culturelle. En plus, au niveau national, il y a un certain nombre de campagnes, mais il y a des pathologies spécifiques. J'ai rappelé la drépanocytose, le diabète, les maladies cardiovasculaires qui nécessitent qu'il puisse y avoir une prévention. Mais au-delà de la prévention, aussi mise en place d'un certain nombre d'équipements pour la pratique du sport, en termes de pédagogie également, puisque le diabète nécessite un certain nombre de connaissances au niveau alimentaire, au niveau de la pratique d'activités sportives. Donc il y a certes la prévention, mais je pense qu'il faut aller au-delà même, mettre en place des politiques publiques pour faciliter meilleur accès aux soins, mais surtout la connaissance donc, de ces différentes maladies. Et par vous disiez tout à l'heure, qui nécessite une intervention, une coordination de l'ensemble donc, des acteurs, que ce soit donc, les acteurs politiques, mais avec les associations et dans le domaine social d'une manière générale. Alors c'est un nouveau métier, le DAC, qui veut dire d'ailleurs? C'est un dispositif d'appui à la coordination. Et c'est pour les, on va dire, c'est pour les soins complexes, c'est pour les parcours compliqués où il faut vraiment coordonner tout ça. Oui, c'est ça. En fait, alors déjà, c'est né de la fusion
de plusieurs structures qui existaient avant, les réseaux de santé, les plateformes territoriales d'appui, les MAIA, qui s'occupaient plutôt sur le volet neurodégénératif. Et en gros, en 2019, dans le cadre de la transformation du système de santé, a été impulsée la fusion de tous ces acteurs de la coordination au sein d'un dispositif unique qui s'appelle le DAC, dispositif d'appui à la coordination, qui couvre aujourd'hui l'ensemble du territoire national. Donc il y a 133 DAC au niveau national, donc tous les territoires d'outre-mer et de métropole sont couverts par les DAC. Et tout professionnel du secteur santé, social, médico-social, à partir du moment où il y a un ressenti de complexité dans le parcours, le mot valise qu'expliquait ce matin notre collègue géographe, peut nous appeler. Et donc, à nous de... Je ne donnerai pas le même mot parce que je n'arrive pas à le dire, le La simplification. Ah ben j'arrive pas. Et voilà, il n'est pas facile. C'est ce que je me suis dit ce matin. Oui, notre expert. Simplification, non? Voilà, c'est simplifier, décomplexifier. Et en gros, voilà, l'idée, c'est de trouver la bonne offre au bon endroit, au bon moment pour les professionnels et rendre lisible ce qu'il existe. Et aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas l'occasion d'être en concurrence parce qu'au final, on ne répond pas forcément à tous les besoins du territoire et on a une vraie difficulté pour comprendre le qui fait quoi sur nos territoires. Et les équipes des DAC sont là pour répondre sur des situations individuelles auprès de ces professionnels, donc de proposer la bonne offre au bon endroit au bon moment, mais également faire de l'appui à la coordination, donc soutenir les professionnels sur la coordination de ces filières et ces parcours complexes, et également un rôle sur l'animation territoriale. Donc c'est là où on arrive finalement sur cette question d'attractivité des territoires, etc., où on peut observer des points de rupture sur les territoires. Et ces points de rupture, ils peuvent être de deux ordres. Soit c'est une problématique d'organisation. Le parcours n'est pas forcément très clair, très limpide, et on ne sait pas qui prend le relais, comment on transfère de l'information entre les professionnels. Je donne un exemple très souvent, c'est par exemple le dossier APA. On a une dame qui a été évaluée au domicile pour avoir son dossier d'APA, donc le dossier d'allocation pour la personne en perte d'autonomie. Elle reçoit le papier à la maison, à la boîte aux lettres, elle doit le remplir, signer, le ramener au département pour pouvoir avoir le plan d'aide qui est mis en place. Malheureusement, cette dame, elle descend plus à la boîte aux lettres depuis des mois. Et donc cette dame n'a jamais rempli et n'a jamais signé son papier et aucune aide a été mise en place. Et 4 ans plus tard, on la retrouve aux urgences et on se dit, tout à l'heure vous parliez de prévention, mais qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu éviter cette perte d'autonomie depuis ces 4 dernières années. Et donc ça, c'est un problème d'organisation. C'est comment est-ce qu'on fait? On peut rattraper, par exemple, au niveau du département, donc on a travaillé sur le département du Var, comment on a les perdus de vue, comment est-ce qu'on peut rappeler les perdus de vue pour éviter cette perte d'autonomie? C'est un exemple de point de rupture. Deuxième exemple de point de rupture, c'est plutôt sur l'offre. Et là, on arrive par exemple sur l'accès aux médecins traitants. Donc c'est... comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver un médecin traitant pour nos patients sur les territoires, sachant qu'on peut avoir des déserts médicaux, que des patients sont plus forcément en capacité de se déplacer au cabinet du médecin. Donc, on n'a pas de visite à domicile. De moins en moins de médecins généralistes font des visites à domicile. Et donc là, du coup, on discute aussi avec les offreurs, avec l'ARS, avec le département, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler aussi sur des appels à projets, sur des équipes mobiles, sur des choses comme ça, pour travailler avec elles sur l'amélioration et l'adaptation de l'offre aux besoins. Très bien. Dans un instant, on va prendre vos questions pour cette séance questions-réponses. Mais vous savez que j'aime bien l'idée de boîte à outils concrète. Face à la complexité des territoires, comment on améliore l'attractivité? Si vous aviez chacun une mesure, qu'est-ce que vous diriez? Oui. Ce matin, lorsqu'on a parlé de parcours, j'ai entendu parler de les sentiments. Et là, sur la prévention, j'entends parler de culture. Je pense que la question que je me pose, quelle peut être la place de la culture dans les soins? Je crois que ce n'est pas suffisamment pris en compte. Je suis de ceux qui disent il faut que l'anthropologie rentre et la philosophie rentre dans la santé, dans le domaine de la santé. Parce que on l'a vu pendant le Covid, notamment en Guadeloupe, où la vaccination semblait se heurter à la culture locale. Je crois qu'on ne peut pas soigner sans prendre en compte la représentation sociale de la maladie ou de ce que on propose. Donc le culturel
à sa place, c'est important. Je vais dans ce sens, je le dis toujours d'ailleurs, parce que la qualité de vie, c'est une notion aussi subjective. Ce qui est vrai pour vous en termes de qualité de vie n'est pas vrai pour moi. Donc c'est aussi la représentation et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Message passé. Guy Losbach, qu'est-ce que vous retiendrez comme idée phare pour vraiment renforcer l'attractivité d'un territoire? Renforcer l'attractivité, c'est la qualité. Donc, même s'il y a les aspects culturels, sociaux, c'est la performance donc, des équipements médicaux. Puisque si vous n'avez pas des équipements performants, vous n'allez pas pouvoir soigner votre population et a fortiori être attractif. Et d'ailleurs, c'est ma propre expérience en tant que président du CHU et ancien président du CIMGUA pour le cyclotron à travers les deux exemples que je vous ai montrés. Mais surtout, rester fondamental sur cet aspect culturel, puisque nous l'avons vu pendant la Covid. Vous pouvez mettre en place une campagne d'information, de prévention avec les meilleurs acteurs qu'il faut, mais vous n'allez pas atteindre les objectifs parce que cela ne correspond pas à l'aspect culturel et à la mentalité donc, de la population. Arnaud Claquin, vous diriez quoi, vous? Moi, je suis assez d'accord sur ce volet culturel, d'adaptation en fait, des messages qui sont donnés. On le voit, on a des quartiers, des territoires qui sont de la mixité aussi, hein, des différentes origines. Et pour avoir été en Martinique et en Guadeloupe, on voit bien que c'est vraiment un esprit cosmopolite. On a vraiment toutes les cultures qui sont brassées. Et en effet, on ne peut pas passer les mêmes messages de la même façon à toutes les différentes communautés. Moi, ce que je retiens, c'est quand même J'aimerais vraiment que la santé soit vraiment un axe transversal. Comme aujourd'hui, on peut entendre parler de développement durable, d'écologie, d'environnement. On se dit aujourd'hui que dans toute politique publique, on met du développement durable. Et bien, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose sur l'accès à la santé, l'accès aux soins pour permettre une qualité de vie. Dans l'aménagement du territoire, ça doit y jouer. Et on voit bien que les politiques de mise en place d'accès à l'école, des transports routiers, du pouvoir d'achat, nous, nos territoires, c'est des territoires qui attirent aussi beaucoup. Hein. Le sud de la France, on a beaucoup de gens qui ont des moyens, qui viennent s'installer, mais les locaux ne peuvent plus habiter ces communes-là. Donc, ils sont obligés de partir beaucoup plus loin. Donc, on voit bien qu'on doit mettre en place des plans de marketing territoriaux pour attirer des gens vers chez nous. Ça, c'est certain. Ça va amener à une concurrence entre les différents territoires. Et donc, ça va être aussi comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir un même niveau et une même qualité de vie sur chacun de nos territoires. Et ça, je pense que c'est un élément vraiment essentiel pour ne pas découdre les besoins et faire que les gens doivent se concentrer uniquement sur les grandes métropoles. Eh bien, merci à tous les trois pour cette table ronde. On va passer à la séance questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, si vous voulez aussi témoigner tout simplement de votre expérience, de ce que vous faites pour que votre territoire soit le plus attractif possible, on est preneur de vos remarques. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Pierre Danos, consultant du cabinet Alvedo Conseil. Je voudrais juste intervenir sur 2 points. Le premier point, alors vous ne l'avez pas évoqué peut-être de manière totalement explicite, mais il a quand même été évoqué. Pour moi, l'attractivité, ça dépend de la qualité de la gouvernance. Dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, sur l'appareil, j'imagine que c'est des appareils de bilan visuel. Quand vous êtes un professionnel, que vous devez travailler dans des mauvaises conditions, que vous attendez que des décisions soient prises, que ça dure des mois, voire des années, eh bien là, en fait, on est sur une mauvaise gouvernance et on fait, comme vous le dites, on ne fait rien pour fidéliser des gens qui sont pourtant motivés, qui sont là. Ça, c'est des points que l'on voit tous les jours. Moi, je travaille aux 4 coins de France, je vois ça tous les jours. Donc la qualité de la gouvernance au niveau aussi bien local, pour la FEAP, au niveau des associations, mais aussi au niveau du territoire, c'est-à-dire la qualité de la gouvernance territoriale entre les différents acteurs, ça compte énormément, vous l'avez souligné. Donc ça, c'est un point qui n'est quasiment jamais évoqué quand on parle d'attractivité. Je suis désolé, mais quand vous travaillez quelque part, si ceux qui sont au-dessus de vous ne vous écoutent jamais et ne prennent pas bien en compte et n'avancent pas, eh bien finalement, vous vous êtes démotivé et vous finissez par partir. Ce premier point. En sachant que, bien sûr, selon les endroits, ça marche. Il y a des endroits où ça marche bien. Heureusement, il y a des gouvernances qui fonctionnent bien, que ce soit le public, l'associatif ou le privé commercial. Deuxième point sur l'attractivité,
et ça c'est une question également difficile, c'est, moi quand j'ai commencé à travailler dans la santé il y a 30 ans, ce qui m'a beaucoup étonné quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, c'était le fait qu'il n'y avait quasiment pas de mobilité. D'ailleurs, on ne parlait pas de mobilité à l'époque, les gens qui bougeaient, c'était très très mal vu. Aujourd'hui, on est sur un modèle, alors là, qui n'est pas spécifique à la santé, mais chez toutes les générations, on va dire, de moins de 35 ans, d'hypermobilité. Donc, c'est des gens qui ont intégré dans leur modèle d'évolution de carrière que de toute façon, ils vont rester ici 6 mois, 1 an, et 2 ans, 3 ans. Et alors, si la gouvernance elle est mauvaise, croyez-moi, au bout de 6 mois, ils s'en vont. Voilà. Donc, par rapport à ça, quels sont vos points de vue? Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions. Alors 2 points, la gouvernance et la mobilité. Qui va répondre sur la gouvernance tout d'abord? Oui, c'est exact ce que vous dites. Hein. Je le dis, peut-être que ce n'est pas ressorti quand je l'ai dit. Dans l'écrit, je le mentionne. Hein. C'est un problème propre aussi. Il faut que le management se pose des questions. Et aussi, ce que vous dites sur l'attractivité, aujourd'hui, la mobilité, c'est une réalité, j'en connais. Je donne aussi cet exemple. J'ai un jeune médecin qui arrive. Nous disons, bon, ben, c'est bien, en rééducation, en MPR. Moi-même, je suis allé le consulter. Il m'a donné des examens à faire. Je viens à Paris, je fais mon l'IRM, je retourne. Je frappe à la porte de son bureau. La secrétaire m'ouvre. Elle me dit, ah, monsieur Cancé, comment allez-vous? J'ai dit, oui, je viens vous voir, je vous remets les résultats de mon examen. Mais docteur Intel n'est plus là. J'ai dit, il est parti où? Ah ben, il est parti. Je peux multiplier des exemples comme ça. Ce sont des jeunes médecins, effectivement. C'est la mobilité. Hein. Ils travaillent 6 mois, 7 mois et ils vont voir ailleurs. Donc, du coup, ça amplifie aussi notre difficulté à avoir des médecins. On est souvent obligé de recourir à des missionnaires qui coûtent extrêmement cher. Voilà. Donc, ce que vous dites est exact. Sur mobilité et gouvernance. Vous voulez répondre sur quoi? Oui, un peu sur les deux éléments, parce que pour moi, c'est vraiment lié. Et je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on va choisir, et de plus en plus nos générations vont choisir un territoire sur lequel on va pouvoir vivre, on va pouvoir avancer sur nos projets. Et en effet, si le territoire n'est pas favorable à ça, je vais partir. Et aujourd'hui, il y a une histoire de mobilité, certes, mais il y a aussi une vision de changement de métier. Aujourd'hui, un jeune de 30 ans, il sait très bien qu'il ne va pas faire le même métier toute sa vie. Concernant, comparativement, mon père, moi, il est resté dans la même carrière toute sa vie. On a changé ce modèle et ce logiciel-là. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une infirmière d'une durée de vie de 7 ans? Combien d'infirmières je peux croiser qui me disent « Arnaud, je ne resterai pas infirmière 10 ans ». D'accord ? Donc je vais le pratiquer là pendant quelques années, mais si l'environnement n'est pas adapté, si on ne me donne pas les moyens de faire mon travail, si je n'ai pas un territoire qui est adapté et que je ne vois pas que cette fameuse maison de santé sur le territoire va se mettre en place, ou qu'on me dit ça va se mettre dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, je me barre, je change de territoire, là où ça va être plus propice pour moi. Et en effet, ça je le ressens vraiment comme cet aspect concurrentiel en termes de gouvernance, un territoire qui va être promoteur de bonnes pratiques, qui va aller sur l'innovation, qui va créer des appels à projets, qui va être dynamique, je vais avoir plus de facilité à m'installer là-bas et avoir envie de rester là-bas qu'un territoire qui est enquisté dans des relations un peu plus lourdes, plus compliquées, où ça ne bougera pas trop. Et moi, je crois beaucoup au fait aujourd'hui sur les développements notamment des plus petites communautés d'agglos qui ont plus de réactivité, qui ont vraiment envie que ça bouge, contrairement à des plus grosses structures qui sont un peu plus lourdes à faire évoluer. Mais la temporalité des jeunes professionnels d'aujourd'hui n'est pas la même temporalité que nos aînés, clairement. Et encore plus sur les générations Z, c'est-à-dire les 20-25 ans. Alors eux, c'est encore pire. C'est la culture de l'instantanéité. Moi qui ai recruté dernièrement des 20-25, c'est recherche Google, quoi. Si j'ai pas l'info de suite, je m'en vais, je me barre. Et donc ça peut durer 6 mois et je change d'entreprise directe. Donc il faut aussi que nous, on puisse aussi s'adapter à ça, sur notre capacité d'adaptation de nos propres organisations qui doivent être beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles. Donc ça, c'est aussi un paramètre qu'on doit avoir en tête, même dans notre façon de manager. On prend une autre question dans la salle. Oui.
Madame, on va vous donner un micro. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît et votre question. Oui, bonjour. C'est plus un commentaire qu'une question. Donc moi, je suis Bérénice Roy-Doré. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis professeure de génétique au CHU de La Réunion. Je suis doyenne de la faculté de santé de La Réunion. On peut se demander pourquoi je suis là. C'est parce que je m'occupe d'un centre ressources sur le syndrome d'alcoolisation fétale avec le centre ressources qui est géré par la Fondation Père Favron, donc la FEAP. Donc plusieurs commentaires. Moi, ça fait 11 ans que je suis à La Réunion et je pense que sur notre territoire, je dis bien c'est La Réunion, c'est 10 000 km de la métropole, c'est 11 heures d'avion, c'est La Réunion et pas d'autres régions. Ce qui est fondamental, c'est la formation. Formation continue, vous l'avez dit, offrir à nos professionnels la possibilité de monter en compétences sur place, mais aussi beaucoup la formation initiale. Formation initiale, jusqu'à peu de temps, nous avions, pour la formation en médecine, le premier cycle, 1, 2, 3. Et ensuite, 4, 5, 6, les étudiants devaient partir dans l'Hexagone, avec des conventions qu'on avait avec 30 facs. Et après, ne revenaient pas forcément. On n'a aucune difficulté pour attirer à La Réunion des jeunes pour l'internat, mais si c'est des jeunes qui sont issus de l'Hexagone, quelque part, ils vont retourner dans l'Hexagone en post-internat. Donc le fait que nous ayons ouvert le deuxième cycle l'an dernier, là on a ouvert la 4e année en 2023, on a ouvert la 5e année cette année, ça permet, bien sûr, il y a le concours d'internat et c'est national, mais ça permet quand même à des jeunes, d'avoir envie de rester sur place, et puis surtout, on parlait des tout jeunes, les lycéens, collégiens tout à l'heure, de lycéens, de se dire, eh ben, je peux essayer de rentrer en santé, parce que dans 4 ans, je ne serai peut-être pas obligée d'aller dans l'Hexagone, et je n'ai pas forcément des parents qui ont l'argent. On est à 36% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc je n'ai pas forcément des parents qui peuvent m'offrir de quoi aller poursuivre mes études en métropole. Et ça m'amène à la deuxième chose, qui est l'orthophoniste. Moi, je suis médecin généticienne, donc je m'occupe d'enfants, en particulier qui ont un SAF, qui ont tous besoin d'orthophonistes. À La Réunion, on a une prévalence d'orthophonistes qui est plus importante que dans l'Hexagone. Mais, et ça c'est les problèmes de nos territoires, mais comme partout ailleurs, ils sont tous dans l'ouest, ils sont tous dans le sud. Dans l'ouest, dans le sud, à La Réunion, c'est là où il y a du soleil, là où il y a les plages. Il n'y en a pas dans le nord, il n'y en a pas dans l'est, et moi, mes enfants, ils sont là-bas. Mes enfants et aussi les adultes, étant donné qu'il y a de plus en plus de diabète, d'ABC, donc de besoin d'orthophonistes. Donc là, il n'y avait pas d'orthophonistes, il n'y avait pas de centre de formation en orthophonie à La Réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos jeunes qui sont beaucoup au chômage, les jeunes réunionnais, n'ont pas cette possibilité de formation, ils ne partent pas en métropole pour le faire. On n'a aucun orthophoniste à La Réunion qui est d'origine réunionnaise, à l'exception d'une ou deux. Donc, c'est des gens de l'Hexagone qui viennent, ce n'est pas une critique, hein, moi je suis de l'Hexagone, hein, mais qui vont rester là 3-4 ans, qui vont partir. Donc, un turnover absolument incroyable, vous en avez parlé. Pendant ce temps, des enfants, des adultes qui ne vont pas être suivis. Donc, d'où, on va dire, notre objectif, nous, de mettre en place un centre de formation en orthophonie pour pareil, et je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête, avoir des formations professionnalisantes qui soient utiles pour nos jeunes et qui soient utiles pour le territoire. Très intéressant, effectivement, la formation initiale, formation professionnelle, tout ça pour... applaudissez-vous. Qui veut réagir sur la formation? Qui veut réagir sur la formation? C'est vrai que c'est un paramètre très important. Sur la formation, moi, je rejoins complètement. Et d'ailleurs, c'est à mon avis, une des erreurs de Parcoursup aujourd'hui, pour avoir beaucoup de parents. Non, mais en ce moment, j'ai eu des parents qui m'ont fait part de leur... Mon enfant a 4 ans, donc je ne connais pas encore Parcoursup. À part maternelle, supérieure, je ne le connais pas. Ça va venir. Mais en tout cas, oui, on a des jeunes qui veulent se former et qu'on envoie à l'autre bout de la France pour aller faire la fac de médecine, alors qu'ils veulent s'installer à terme dans leur périphérie, entre guillemets. Ils veulent rester là où ils ont grandi, où ils ont vécu, où il y a leur famille. Et je pense que c'est un facteur d'installation majeur. C'est former local, vivre local. C'est un peu un argument comme manger, de vente, quoi. mais c'est comme manger local. Mais c'est manger local, et formez-vous local.
Un jeune qui va partir en région parisienne se former dans les facs de médecine à Paris, il va voir l'écosystème de Paris, la PHP, il va rentrer dans une belle machinerie, etc., avec tout ce qui va être vendu. Il va pas avoir envie de revenir dans le Var. Et c'est tout à fait compréhensible. Pour certains. Paris, c'est peut-être pas le bon exemple, je suis d'accord. Au niveau, au niveau de la Guadeloupe, c'est un peu comme en Réunion, mais actuellement, il va y avoir une formation complète pour la formation de nos futurs médecins guadeloupéens, donc qui permettrait que nous ayons une formation beaucoup mieux adaptée à nos réalités. Mais par rapport à ce que je disais aussi, il faut aussi cette connexion avec d'autres territoires, notamment Cuba, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de maladies et où ils sont nettement plus avancés. Et il faut cette connexion parce que ce sont des pathologies que nous retrouvons sur notre territoire. Et d'ailleurs, il y a même eu, à l'initiative du sénateur, une convention dans ce sens pour que nous ayons une meilleure coordination et que nous puissions ensemble mieux régler, mieux traiter un certain nombre de maladies qui sont spécifiques à ce territoire. Gilles Osbar, Mathias Garcia, vous voulez dire quelque chose? C'était ça? C'est la Guadeloupe et la Martinique pour ouais. la formation médicale. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, Hippomène Grandisson, ancien directeur d'établissement médico-social de Guadeloupe. Donc, j'aimerais aussi dire, une de nos difficultés, c'est qu'il puisse y avoir plus de fluidité entre le sanitaire et le médico-social, puisqu'on le voit dans certains projets, on a quand même du mal à travailler avec le sanitaire. Je souscris, j'abonde tout à fait dans le sens de l'intervenante sur la formation, puisque l'exemple est criant au niveau de la Guadeloupe pour les ergothérapeutes. Nous avons un turnover assez important, et là aussi, c'est vrai, quand on commence un projet, mais les ergos partent, disons, en moyenne 2 ans après. Et là-dessus aussi, le président l'a dit, dans certains projets aussi, il est important aussi de fixer aussi des Guadeloupéens dans certains projets, de façon qu'on puisse mener, travailler pour la Guadeloupe et au bénéfice des Guadeloupéens. Merci. Cette remarque va dans votre sens, effectivement. Et la frontière aussi, oui, sanitaire et médico-sociale. Pourtant, on travaille beaucoup dessus pour que tous ces secteurs se rapprochent, mais il y a encore des cloisons. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Et souvent, je pense que entre le monde du sanitaire, du social et du médico-social, on ne parle pas forcément la même langue. Ouais. On parle des mêmes patients, parce qu'on parle de parcours de santé, très souvent, mais moi, je parle de parcours de vie. Et en fait, la personne ne fera pas la distinction si on est un acteur du sanitaire, du social ou du médico-social. Pour lui, c'est l'écosystème qui est en face de lui. Ouais. Et d'ailleurs, on utilise le mot de patient, d'usager, de bénéficiaire. Non, c'est monsieur X ou madame Y. Et très souvent, on voit ces cloisons qui sont créées en disant aujourd'hui, voilà, moi, dans mon secteur, j'ai tel critère. Donc, on est beaucoup sur ces critères-là. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi comment simplifier le parcours, c'est essayer d'annihiler à minima les critères et peut-être de se dire aujourd'hui, oui, tu ne rentres pas complètement dans les cases, mais on doit trouver une solution quand même. Et je trouve que notre système se meurt beaucoup par cette critérisation hyper précise et finalement qui n'est peut-être pas adaptée à la vie d'aujourd'hui, aux patients d'aujourd'hui, et qui ne comprennent pas ces cloisons qui sont créées là-dessus. Et sur l'histoire du langage commun, moi j'ai vu bon nombre de réunions que je fais où les professionnels, ils parlent par exemple, il y en a un, il pensait qu'il parlait depuis tout à l'heure d'activité physique adaptée, et de l'autre, de l'allocation perte d'autonomie. Et bien forcément, bah ouais, ah oui. Rien qu'à partir de là, nous, et d'ailleurs les DAC, on est bien positionnés là-dessus, c'est-à-dire qu'on est appelé par les professionnels du social pour des questions sanitaires, et par les professionnels du sanitaire pour des questions du social. Donc on voit bien qu'on a un job d'interprétariat à faire. C'est la joie des abréviations en France. Une dernière question avant la pause? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis là. Oui, allez-y. Bonjour Madame Colatin Corinne, directrice des ressources humaines à Tir Martinique, un établissement médico-social qui fait de la dialyse. Donc c'était un retour d'expérience parce qu'on rencontre aussi ces difficultés dans des métiers en tension, notamment les néphrologues.
notamment aussi les infirmiers, parce que la dialyse n'est toujours pas reconnue comme une spécialité, alors qu'il faut un minimum de formation. Et donc, on est obligé des fois de sortir un peu du cadre de la convention pour être attractif. Là, on a recruté un néphrologue, mais on a dû payer le billet, voilà, aller-retour en classe affaires. On a dû mettre en classe affaires. Ben oui, ça fait partie des exigences demandées. C'est l'attractivité, ben classe affaires. Voilà. Et il demande aussi un hébergement et une mise à disposition de véhicules. Donc vraiment, on fait monter les enchères maintenant. Voilà, c'est ça aussi la réalité du terrain et l'attractivité du territoire. Et puis cette nouvelle génération, comme vous dites, avant de vous demander la fiche de poste, ils vont vous demander combien on gagne, est-ce qu'il y a des chèques déjeuner, est-ce qu'il y a des chèques vacances. Donc on est vraiment sur la qualité de vie et cette génération est un peu plus difficile à manager. Voilà. Eh bien, merci pour ce témoignage. Merci à vous.